Les midi-conférences de la CCIRS sont présentées par Fortier d'Amour Goyette et Moquin Amiot. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, mon nom est Charles Vincent, je suis directeur général du campus de Longueuil de l'Université de Sherbrooke et membre du conseil d'administration de la CCIRS. Il me fait plaisir d'animer aujourd'hui ce premier midi-conférence de l'année. Pour l'occasion, nous recevons deux conférenciers, M. Charles Millard et Pierre Cléroux, avec qui nous discuterons notamment de perspectives économiques pour l'année 2021. Afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales, j'animerai notre rencontre à distance grâce à la participation de notre partenaire TVRS, que je salue au passage. Permettez-moi de souligner que nous sommes aujourd'hui plus de 250 personnes à participer à cet événement. Merci à toutes et à tous de votre présence. C'est un plaisir de vous retrouver. Avant de débuter, je vais céder la parole à notre président, Maître Alain Chevrier. Alors, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous recevons aujourd'hui deux conférenciers chevronnés qui nous parleront des perspectives économiques 2021. Alors, je remercie messieurs Pierre Cléroux et Charles Millard d'être avec nous ce midi. Alors, depuis le 9 janvier dernier, alors que le gouvernement intensifiait ses mesures de confinement et mettait une partie de l'économie sur pause pour la deuxième fois en moins d'un an, eh bien, nous nous retrouvons un peu devant l'inconnu. Alors, merci à nos conférenciers de nous éclairer. Soyons résilients et prenons cette pause obligée comme temps de recul afin de repartir pour de bon. C'est peut-être une bonne occasion de penser à notre programme de mentorat. Être accompagné par un mentor du réseau de mentorat à travers la CCIRS vous permet de faire une introspection guidée qui s'avère bénéfique pour tous les entrepreneurs et gestionnaires. C'est vraiment une belle opportunité d'arrêter et de regarder l'avenir. Un mentor permet également de briser l'isolement. Alors n'attendez pas, c'est un bon moment pour vous inscrire. Aussi, la CCIRS a un calendrier d'événements bien chargé que je vous invite à consulter sur notre site Internet. Alors bonne conférence et à bientôt. Merci Alain. Comme le disait donc Alain, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui messieurs Pierre Cléroux et Charles Millard. Bonjour messieurs. Content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Donc, nous le savons, l'année 2020 a été marquante à bien des égards. Elle a apporté son lot de défis pour nous tous, et ce, à l'échelle de la planète tout entière. Dans les prochaines minutes, nous porterons nos regards sur l'avenir. Nous nous efforcerons de mieux comprendre les impacts économiques de la pandémie. On fera notamment état des grandes perspectives économiques de l'année 2021. On parlera des plans pour favoriser la relance et, en toute primeur, on vous proposera quelques recommandations prébudgétaires. Mais avant, laissez-moi vous présenter nos deux conférenciers d'aujourd'hui. D'abord, M. Charles Millard est, depuis janvier 2020, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Titulaire d'un baccalauréat en pharmacie et d'un certificat en économique de l'Université Laval, ainsi que d'un MBA de HEC Montréal, Charles Millard est membre de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Il possède une longue expérience en affaires publiques, en gestion d'enjeux stratégiques et financiers et en développement de stratégies politiques et gouvernementales. Il a œuvré au sein du groupe Uniprix durant 14 ans, dont plusieurs années à titre de vice-président exécutif. Il a ensuite été vice-président santé au sein du cabinet de relations publiques nationales. Chroniqueur santé à diverses émissions télé au cours des dernières années, à Radio-Canada, TVA et V, il s'implique également à titre personnel au sein de plusieurs organismes culturels. Donc, M. Millard, bienvenue donc officiellement à la CCIRS. Quant à M. Cléroux, bonjour. Quant à M. Cléroux, il est vice-président recherche et économiste en chef de la BDC depuis 2012. M. Cléroux a notamment pour responsabilité de fournir des analyses et des conseils économiques à l'équipe de direction de la BDC, ainsi que de superviser toutes les activités de recherche en marketing. Au cours de ses 25 années de carrière comme économiste, il a occupé plusieurs postes influents qui ont eu un impact direct sur les entrepreneurs, tant au Canada qu'à l'étranger. Avant de se joindre à la BDC, il a travaillé pour le gouvernement de l'Arabie saoudite à titre de vice-président analyse des affaires dans le cadre du National Industry Clusters Development Program. Il a aussi été sous-ministre adjoint au ministère du Développement économique, de l'innovation et de l'exportation du Québec et conseiller stratégique pour Montréal International. Monsieur Cléroux, bienvenue à vous aussi. Bonjour.
Donc, pour vous expliquer un peu le fonctionnement du Midi Conférence, nous allons d'abord entendre la présentation de M. Cléroux, puis celle de M. Milliard. Au terme de celle-ci, nous prendrons vos questions. Certains d'entre vous nous ont déjà transmis leurs questions au préalable, mais il sera possible d'en poser également pendant la rencontre dans la section clavardage. Nous compilerons les questions et les soumettrons pour vous à nos conférenciers au terme donc de leur présentation. Voilà, la table est mise. Sans plus tarder, je vous cède la parole, M. Cléroux. Merci, Charles. Bonjour tout le monde. Ma présentation a 3 parties. D'abord, je vais revenir un peu rapidement sur 2020 pour montrer où est-ce que nous en sommes en termes de relance économique. Je vais focuser sur 2021, à quoi on doit s'attendre au cours de cette année. Et finalement, je vais parler de 4 tendances qui vont changer notre environnement d'affaires. Il y aura une fin de la pandémie et notre environnement sera un peu différent, donc je vais parler de ça. Donc, si on commence par 2020, on voit que la pandémie a eu vraiment un impact très important sur l'ensemble de l'économie mondiale. La Chine sera le seul pays important qui va connaître une croissance en 2020, une croissance réduite à 1,8 %. Mais tous les autres pays, les États-Unis, le Japon, le Canada, vont connaître une contraction d'environ 5 %. Il y a même certains pays comme la France et le Royaume-Uni qui auront une contraction beaucoup plus importante d'environ 10 %. Donc, on le voit, la pandémie a eu un impact et aussi un impact beaucoup sur les États-Unis, notre principal partenaire commercial. Vous savez, 70 % de nos exportations vont vers les États-Unis. Le problème aux États-Unis, il est au niveau de la pandémie. Le graphique que vous voyez, c'est le nombre de cas par million d'habitants. En bleu, les États-Unis, en rouge, le Canada. Au Canada, oui, on a une deuxième vague qui est assez importante, mais elle est, je dirais, sous contrôle. Comme vous le voyez sur le graphique, les États-Unis, la situation est vraiment hors contrôle et ça a un impact négatif sur leur économie. Lorsqu'on regarde, par exemple, le niveau de l'emploi, on voit que après le premier confinement, les États-Unis ont perdu 20 millions d'emplois et ils en ont récupéré seulement la moitié. Donc, au départ, ça s'est bien passé, mais la deuxième vague, qui est tellement importante, a fait stagner la croissance de l'emploi. On voit que donc les États-Unis sont dans une situation économique un peu difficile. Ils ont un grand nombre de cas et aussi ils ont un taux de chômage plus élevé. Une des raisons, et on voit que ça a un impact sur le commerce de détail, par exemple, le commerce de détail qui avait beaucoup augmenté au début de la relance, il a stagné et il a diminué au cours des 3 derniers mois. La raison pour ça, c'est que le gouvernement américain avait aidé beaucoup les Américains au début si on passe à la prochaine diapo, au début de la pandémie, mais ce programme-là n'a jamais été renouvelé. Donc, le revenu disponible des Américains diminue. Tout ça devrait changer. Par contre, le nouveau président a déjà annoncé qu'il va injecter beaucoup d'argent dans l'économie, 1,9 milliard. Donc, les chiffres sont tellement gros que c'est presque difficile de les prononcer. Et ça va aider la relance de l'économie américaine. Il a aussi promis de vacciner 100 millions d'Américains dans les 100 prochains jours. Donc, ça va vraiment aider à la relance de l'économie américaine qui va aider le Canada. Parce que, comme vous savez, on exporte beaucoup vers les États-Unis. Donc, lorsque l'économie américaine va mieux, on exporte davantage et ça bénéficie à notre secteur manufacturier ici au Québec et au Canada. Si on regarde au Canada maintenant, bien, la situation a été difficile pour les PME. 76 % des PME ont vu une diminution de leurs revenus en 2020. 45 %, donc près de la moitié, ont dû faire des mises à pied. Et 39 % ont dû s'endetter davantage pour passer à travers cette crise qu'on a connue en 2020. Donc, vous voyez, l'impact sur les PME a été très difficile. L'impact aussi a été difficile sur les Canadiens. Le graphique sur l'emploi démontre qu'au Canada, on a perdu 3 millions d'emplois. L'emploi s'est relevé ici rapidement, mais à cause de la deuxième vague, si vous regardez à la fin de la courbe, la situation de l'emploi a commencé à stagner. Donc, au mois de décembre, il y avait en fait moins d'emplois au Canada qu'au mois de novembre. La deuxième vague est importante au Canada et ça ralentit la progression de l'emploi. Cependant, si on regarde si on se compare avec d'autres pays à travers le monde, on voit que le Canada la reprise a été plus forte ici. Et la raison, c'est que les programmes gouvernementaux ont été très importants au Canada. Vous voyez sur le graphique présentement l'augmentation des transferts gouvernementaux du gouvernement fédéral et on voit que
ça a augmenté de 60 % ou près de 200 milliards. La résultante est présentée au graphique suivant. Le revenu disponible des Canadiens a augmenté. Donc, le revenu disponible, c'est quoi? C'est l'ensemble des revenus que les Canadiens reçoivent, incluant les revenus des gouvernements, moins les taxes qu'on paie. Donc, aujourd'hui, les Canadiens ont plus d'argent dans leur poche qu'avant la pandémie, et ce qui contribue à la relance de l'économie. On le voit, par exemple, au niveau du commerce de détail, qui s'est relevé rapidement au Canada et qui continue d'augmenter parce que, évidemment, le revenu disponible a augmenté. Si on passe au Québec maintenant, comme vous le savez, la situation au Québec au début du printemps a été difficile. Le nombre de cas que vous voyez en bleu était plus élevé au Québec que dans la moyenne au Canada. La situation s'est beaucoup améliorée au cours de l'été et depuis la deuxième vague, bien, on suit un petit peu la tendance canadienne. Donc, on a une deuxième vague qui est forte autant au Québec qu'au Canada et ça ralentit un petit peu la relance ici au Québec. Si on voit bien sur le niveau de l'emploi, on a perdu 830 000 emplois au Québec. La situation s'est relevée rapidement, comme on le voit sur le graphique, mais depuis le début de la deuxième vague, où est-ce que le gouvernement a été obligé de reconfiner certains secteurs, bien, on voit que le niveau d'emploi a arrêté d'augmenter. C'est pas surprenant. Si on regarde par secteur, on voit que certains secteurs sont déjà revenus à la situation d'avant la crise. C'est le cas de l'agriculture, du commerce de détail, tout ce qui est finance, assurance, etc. Ils sont déjà au niveau de l'emploi d'avant la crise. En général, au Québec, on est à 97 %, donc c'est quand même assez élevé. Et il y a des secteurs comme le secteur de la fabrication qui sont à 97 % aussi. Cependant, si on voit que certains secteurs ont beaucoup plus de difficultés. J'en présente deux ici. En rouge, vous voyez le secteur de l'hébergement et de la restauration. Donc, au plus fort du premier confinement, la moitié des emplois ont été perdus dans ce secteur-là. Au cours de l'été, lorsqu'on a déconfiné, on voit une augmentation du nombre d'emplois. On s'est même rendu jusqu'à 85 % du niveau d'emploi. Mais le deuxième confinement, eh bien, le niveau d'emploi diminue. Donc, je voulais vous montrer ce graphique-là pour bien montrer tout l'impact du nombre de cas que nous avons sur l'économie. Aussitôt qu'on a trop de cas, on est obligé de reconfiner et on voit l'impact sur l'emploi dans certains secteurs. Là où est-ce qu'on met des restrictions, bien évidemment, ça a un impact. Quand on se compare, par exemple, on performe assez bien. Au Québec, on est en haut de 97 %, un petit peu plus en haut qu'au Canada, 96,5 %. Mais autant au Canada qu'au Québec, on performe mieux que dans d'autres pays développés. Ici, je montre les États-Unis. J'aurais pu montrer la France ou l'Angleterre. On performe encore beaucoup mieux. Donc, la situation, évidemment, a été difficile en 2020 au Québec et au Canada, mais on s'est mieux sorti. La relance était plus forte ici qu'aux États-Unis, par exemple. Si on regarde maintenant la prochaine diapo, on voit que on voit que le secteur manufacturier au Québec a bien rebondi depuis la fin du confinement dans ce secteur-là. Cependant, un des sous-secteurs du secteur manufacturier qu'on voit à la prochaine diapo, qui est le secteur de l'aéronautique, on voit que les baisses sont importantes. Les baisses des exportations sont importantes. C'est pas surprenant. Comme vous savez, il y a beaucoup moins de voyages d'avions, donc la demande pour les avions, pour les pièces a beaucoup diminué. Donc, c'est un secteur qui va prendre plus de temps à se relever, malgré que le secteur manufacturier s'est relevé en général au Québec. Par contre, il y a d'autres secteurs qui performent bien. Nos exportations dans les produits de base, l'aluminium, les minerais de fer ou le bois d'œuvre ont beaucoup augmenté en 2020. La demande pour ces produits a été forte. La même chose pour la viande porcine. Donc, tous les produits qui sont reliés à l'agriculture ou à la nourriture performent bien. Donc, il y a un mix, en fait, de certains secteurs qui performent moins bien, comme l'aéronautique, mais il y a des secteurs qui continuent de bien performer. Donc, si on continue, on voit que nos exportations ont baissé au Québec de 9 % en 2020. Ils ont baissé moins qu'au Canada parce que le mix est un peu différent. Donc, ça là, évidemment, on pense que ça va rebondir cette année. Donc, la prochaine, si on regarde pour la Montérégie, on voit qu'il y a une grande différence entre les secteurs. Au niveau il y a certains secteurs qui sont retournés, qui ont même plus d'emplois aujourd'hui qu'au mois de février. C'est le cas de transport, agriculture, commerce de détail, fabrication est à 99 %, ce qui est un des taux les plus élevés au Canada.
En général, le niveau d'emploi est moins élevé qu'au Québec. On est à 94 du mois de février. Et la raison, c'est en bas du graphique, vous voyez la construction, où est-ce que la relance est moins facile dans la Montérégie qu'en général au Québec. Et une des raisons, c'est que le marché de l'habitation, quoi qu'il a augmenté, il a augmenté moins rapidement en Montérégie qu'au Québec, tant au niveau des mises en chantier qu'au niveau des ventes de propriétés. Ça a un impact, les mises en chantier, sur la construction. Donc, l'année 2020 a été une année difficile, c'était une année de récession, une décroissance. La question, c'est quoi nous réserve 2021? À quoi on doit s'attendre pour 2021? Bien là, je vais vous surprendre, on s'attend à une relance. On pense que 2021, ce sera l'année de la relance, une croissance économique forte au Québec et au Canada. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 5 raisons qui nous amènent à penser que la relance va être forte en 2021. La première raison, la plus importante, c'est la vaccination. Comme vous le savez, la vaccination a déjà commencé. On s'attend que l'ensemble des Canadiens et des Québécois vont être vaccinés d'ici la fin de l'été. Et on voit que lorsque on vaccine, on va être capable d'enlever des restrictions sur certains secteurs de notre économie. Et on a appris en 2020 que lorsqu'on enlève les restrictions, les secteurs rebondissent rapidement. Donc, on s'attend que, par exemple, les secteurs de la restauration, une fois qu'on sera vacciné, va rebondir rapidement et va créer beaucoup d'emplois. Donc, première raison de notre optimisme, c'est la vaccination. Deuxième raison, c'est le fait que les matières de base, donc le prix de nos matières premières, ont beaucoup augmenté en 2020 et ça va continuer en 2021. Ce sont des secteurs importants pour le Québec et on s'attend à ce que ça va contribuer à la relance. Troisième argument, pourquoi on est optimiste, c'est que les gouvernements qui ont participé à la relance en 2020 vont continuer en 2021. Le gouvernement canadien va continuer avec ses programmes pour aider les Canadiens et les entreprises. Le gouvernement du Québec a déjà annoncé un certain nombre d'actions, par exemple un programme d'infrastructure qui va contribuer à la relance de l'économie. Donc, troisième raison, c'est que nos gouvernements vont participer à cette relance et, par exemple, les taux d'intérêt vont continuer d'être bas en 2020. En 2021, on ne s'attend pas à une augmentation des taux d'intérêt, donc ça va stimuler l'économie. Quatrième raison, c'est que les consommateurs ont beaucoup épargné en 2020. Les graphiques que vous voyez, c'est l'épargne des Canadiens à chaque trimestre. Avant la pandémie, on épargnait entre 15 et 20 milliards par trimestre. En 2020, on a épargné 400 milliards dans le deuxième trimestre, 200 milliards. On a épargné en fait 187 milliards dans les 12 derniers mois. Après chaque récession, les consommateurs dépensent davantage. Et on le voit, ils sont bien positionnés pour dépenser. Donc, c'est notre quatrième argument pourquoi on s'attend que la relance va être forte. Finalement, du côté des entreprises, on sent une amélioration des intentions d'investissement. Notre dernière enquête qui a été réalisée il y a quelques semaines seulement démontre que, en fait, les intentions d'investissement se sont beaucoup améliorées. Donc, les entreprises vont investir davantage en 2021. Donc, il y a un risque, évidemment, à cette prévision plutôt optimiste. Le risque, c'est le nombre de cas que nous avons et aussi la vaccination. Donc, s'il y avait un délai pour toutes sortes de raisons dans la vaccination, évidemment, il y aura un délai dans la reprise économique. Mais pour l'instant, nous sommes confiants que la vaccination va bien fonctionner. Nous sommes confiants que 2021 sera l'année de la relance comparativement à 2020. Je vais terminer cette présentation-là par 4 tendances que nous voyons qui sont en train de changer notre environnement d'affaires. Donc, si vous avez une entreprise, en fait, c'est probablement la partie la plus importante de la présentation. 4 choses qu'on voit. 1, c'est le commerce en ligne. Le commerce en ligne a augmenté d'une façon fulgurante en 2020, comme on n'avait jamais vu auparavant. Évidemment, le commerce en ligne, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça s'est beaucoup accéléré en 2020. Et toutes nos enquêtes auprès des consommateurs démontrent que ça va continuer en 2021. Deuxièmement, on voit que le télétravail est populaire. 40% des Québécois travaillent à partir de la maison et on pense que ça va continuer. Ça va continuer pas dans la même magnitude, mais on ne reviendra pas en arrière pour 2 raisons. Les employés veulent travailler de la maison et aussi, il y a vraiment une perception qui a changé au niveau des entreprises. Les entreprises ont réalisé pendant la pandémie que c'est payant de faire travailler ses employés à la maison. L'efficacité est au rendez-vous. C'est bon pour la motivation des employés. Donc, il y aura un nouvel équilibre, mais on pense que le télétravail va rester. Troisième,
Ce qu'on voit de nouveau, c'est qu'il y a vraiment un engouement pour investir en technologie. Les PME nous disent qu'ils vont investir davantage en technologie au cours des prochaines années. Ils ont déjà commencé. Ils veulent réduire leurs coûts. Ils veulent devenir plus efficaces. La pandémie a changé la donne de ce côté-là. Finalement, vous allez être surpris, mais malheureusement, la pénurie de main-d'œuvre va revenir. Le graphique que vous voyez, c'est un graphique de la Banque du Canada qui indique que le pourcentage d'entreprises qui font face à une pénurie de main-d'œuvre a augmenté même durant la pandémie. Il est même presque retourné à la situation d'avant la crise. La pénurie de main-d'œuvre est reliée au vieillissement de la population, c'est relié à la structure de notre économie et malheureusement, ça va revenir plus vite qu'on aimerait. Donc, il faut s'y préparer comme entreprise parce que c'est quelque chose qui va revenir vraiment rapidement. Donc, 4 tendances, de plus en plus de commerce en ligne, de plus en plus de télétravail. Le télétravail est là pour rester. Plus d'investissements en technologie que nous n'avons jamais vu auparavant et le retour de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut se préparer à ça. En conclusion, l'économie du Québec va performer beaucoup mieux en 2021. On s'attend que ce soit l'année de la reprise. On s'attend donc que la vaccination va bien se passer et que ça va permettre au gouvernement de relever beaucoup des restrictions que nous avons sur notre économie. Et ce qu'on a appris en 2020, c'est que lorsqu'on enlève les restrictions sur un secteur, eh bien, ce secteur-là rebondit rapidement. C'est ce qu'on s'attend en 2021. Merci. Merci, M. Cléroux. En fait, ça place très bien la table à la suite des choses. Il y a beaucoup des éléments que vous avez donc résumés pour 2020 et les tendances ou en fait ce qui s'annonce pour 2021, dont on reparlera dans la présentation qui suit, mais éventuellement dans les questions aussi. Donc, je vous céderai la parole tout de suite, M. Millard, pour votre présentation. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Pierre. Honnêtement, je t'aurais donné 5 minutes de mon 15 minutes parce que c'est toujours un plaisir de t'entendre. Et j'espère que les gens de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud ne nous ont pas invités pour faire un débat parce que je suis d'accord avec 95 des choses que tu as dit. Je me permets de mentionner la vaccination. Vous avez mentionné mon parcours de pharmacien. Honnêtement, là, si les 250 personnes sur la ligne aujourd'hui sont convaincues de se faire vacciner, ça sera déjà une belle victoire aujourd'hui parce que si vous avez un doute sur l'importance de se faire vacciner, autant pour votre santé, celle de vos proches, que la santé de notre économie, passez-moi un coup de fil, il faut qu'on se parle parce que c'est vraiment un élément important. Je vous remercie de l'invitation. Je suis habitué de recevoir des gens, moi, à la Fédération, donc c'est rare qu'on m'invite. Alors, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je vous remercie d'autant plus de nous avoir préférés à l'inauguration de Joe Biden. Alors, moi et Pierre, on se sent très flattés de tout ça. Je doute que certains d'entre vous ont sûrement la télé ouverte parce que c'est un grand jour, je pense, pour les États-Unis de façon politique. Là, il se passe de très, très grandes choses à quelques heures de voiture d'ici, même si la frontière est fermée. Je veux remercier aussi rapidement, là, ma mère m'a bien élevé, mais je veux remercier la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud pour leur accueil, mais aussi, sans être trop flatteur, pour la qualité de cette organisation-là. Donc, j'ai l'occasion de me promener dans les 130 chambres de commerce du Québec, virtuellement pour l'instant. Mais la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, malgré la proximité de Montréal, réussit à avoir vraiment un terrain d'activité et d'influence bien à elle. Alors, je veux saluer Alain et Stéphanie qui font un travail exceptionnel. C'est une équipe solide qui a réussi à résister à la tempête. Et je ne suis pas sûr que ça va être le cas pour toutes les chambres de commerce, pour être bien honnête avec vous. Vous savez qu'il y a beaucoup de chambres qui misent beaucoup sur le secteur événementiel. Alors, c'est important pour les chambres aussi, oui, d'être un lieu de rencontre, puis d'être une source d'événements, mais c'est aussi une organisation de relations gouvernementales pour influencer le jeu politique, économique sur la scène locale ou régionale. Et à ce titre-là, la Chambre de la Rive-Sud le fait très, très bien. Alors, je trouvais que c'était un bon forum pour vous le dire. Je vais vous parler, moi, brièvement, parce que je pense qu'on a reçu beaucoup de questions, puis ça serait probablement beaucoup plus intéressant d'échanger avec vous sur les mémoires prébudgétaires qu'on s'apprête à présenter, donc à la fois à Mme Freeland et à M. Girard. Vous savez que c'est un des avantages de faire partie d'une association économique, c'est d'être en mesure, justement, d'influencer le jeu dans des moments cruciaux, comme les consultations prébudgétaires. Alors, on a nos rencontres qui sont en train de se confirmer dans les 2 à 3 prochaines semaines. Alors, à la Fédération, on est encore dans notre période molle un peu. Là, on est influençable. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions à nous faire valoir, ça va nous faire grandement plaisir. Donc, je vais passer peut-être 5 minutes là, rapidement sur les demandes à la fois au niveau fédéral et au niveau provincial. Donc, vous comprendrez qu'il y a des demandes qui sont de nature
pandémiques, donc qui ont trait aux mesures d'aide actuelles, mais moi, j'ai bien hâte qu'on recommence à parler des choses ordinaires aussi, donc des projets structurants pour l'avenir de nos régions et de nos différents secteurs d'activité, particulièrement au Québec. Alors, si on passe à la première diapo sur le gouvernement du Canada, je vais mettre ma présentation ici aussi pour bien voir. Donc, voici l'état du patient en ce moment. Hein? Donc, je vous rappelle qu'on se pétait les bretelles, ou on déchirait notre chemise plutôt parce que le gouvernement avait un déficit avant la pandémie. Il n'y avait pas vraiment d'objectif de retour à l'équilibre budgétaire. Et là, maintenant, on est à 381,6 selon ce tableau de déficit projeté. Alors, vous comprendrez que le discours sur la pandémie change un peu le discours économique d'associations comme nous, parce que dans le fond, il faut reconnaître que le Canada avait un ratio, et a encore un ratio dette-PIB, qui ne s'est pas amélioré dans les derniers mois, mais qui demeure, puis Pierre sera sûrement d'accord avec moi, largement enviable par rapport à d'autres grandes économies mondiales. Alors, il y a deux façons de voir ça. On peut se dire, mon Dieu, est-ce qu'on va avoir un retour à l'équilibre budgétaire rapidement, ou est-ce que ce n'est pas justement la raison pourquoi on doit avoir un bon ratio comme ça, c'est pour quand on est en temps de guerre, quand on est en temps de grande nécessité, où le gouvernement doit répondre présent. Puis à ce titre-là, bien, écoutez, les électeurs voteront, là, puis probablement cette année, si tous les chroniqueurs politiques ont raison. Mais il faudra juger le gouvernement là-dessus. Mais il faut reconnaître que le gouvernement du Canada, et moi, je pense que ça fait des décennies qu'on a vu ça, est devenu un peu un gouvernement de proximité. Donc, s'implique de plus en plus dans le quotidien des gens. Et ça fait en sorte qu'on peut avoir comme association plus d'attentes justement sur comment ces mesures-là vont prendre place dans le quotidien des gens. Alors, parmi les demandes qu'on a à la prochaine diapo, donc évidemment, je résumerai ces 3 points-là en nous donner des nouvelles souvent comme Canadiens. Donc, s'assurer qu'on n'ait pas besoin de déchirer sa chemise, encore une fois, pour avoir des nouvelles sur l'état des finances. Parce qu'on sait très bien que dans la prochaine année, à chaque trimestre, ça va évoluer assez rapidement. Donc, s'assurer évidemment que le ratio dette-PIB garde une certaine trajectoire, mais surtout qu'on ait de la visibilité sur le plan de la ministre Freeland et, comme je vous disais, qu'elle nous donne des nouvelles le plus fréquemment possible sur l'évolution de la situation, parce que là, soudainement, tout le monde s'intéresse aux finances publiques canadiennes et québécoises. Alors, si on veut être optimiste, c'est un point positif, parce que je pense que c'est un devoir de citoyen de se préoccuper de ça, parce que je vous rappelle que c'est vos taxes et vos impôts dont on parle ici. À la prochaine diapositive, comme je vous mentionnais, j'y vais rapidement, puis je répondrai à vos questions. Sur la main-d'œuvre, Pierre l'a mentionné tout à l'heure, n'allez pas penser que la pandémie fait en sorte qu'on a réglé nos problèmes de main-d'œuvre. Loin de là, on en a même compliqué plusieurs, entre autres sur la question des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on a plein de secteurs dans le manufacturier, dans l'agroalimentaire, la transformation alimentaire, où les problèmes demeure. C'est pas parce que quelqu'un est au chômage parce qu'il était sommelier dans un restaurant qu'il soudainement va aller cueillir des bleuets dans un champ ou travailler dans une usine d'abattage. Alors, il faut s'assurer de répondre à ces besoins-là. Et une des façons, ça sera en faisant une certaine refonte, si on veut, des programmes comme le programme sur les travailleurs étrangers temporaires et la collaboration avec Québec à ce niveau-là, parce que vous savez que Québec et Ottawa se partagent cette responsabilité-là. L'assurance-emploi aussi, la gouverneure générale, Mme Payette, dans son discours l'année dernière déjà, mentionnait qu'il y aurait une refonte donc de l'assurance-emploi. Et nous, on veut être aux premières loges de ça parce que l'assurance-emploi, en plus d'avoir été parfois utilisé comme un outil politique, malheureusement, pour régler des déficits, entre autres, c'est devenu un peu une courte pointe de plein de mesures. Et ça devient de plus en plus un programme un peu à vocation sociale. J'ai rien contre ça, mais je vous rappelle que c'est 60 % financé par les employeurs et la balance par les travailleurs. Alors, jusqu'à quel point un outil social doit être payé par le marché du travail? Donc, c'est des genres de questions qu'on va vouloir... ça peut sembler très conceptuel, mais je peux vous assurer que ça va avoir un impact sur vos cotisations, entre autres, et sur les prestations que les Canadiens pourront avoir. Au niveau de la prochaine diapositive, bien évidemment, on veut assurer un suivi sur les fameuses 3 mesures qui ont été très salutaires là, dans les derniers mois. La subvention salariale d'urgence, le compte d'urgence et la fameuse question des loyers commerciaux. On a vu sur la question des loyers commerciaux que c'est une mesure au début qui n'a pas été très, très populaire, mais rapidement, le gouvernement s'est rendu à nos arguments, nous étant les différentes parties prenantes, là, pas que nous,
sur l'importance d'alléger les critères parce que c'était un peu inaccessible en ce moment. Alors, on va avoir un suivi là-dessus. On sait qu'il y a certaines mesures qui vont se prolonger, même presque jusqu'à la fin de l'année. Mais plus le reconfinement, se prolonge, plus on veut s'assurer que ces mesures-là restent dans la vision court terme, là, je dirais, dans le miroir tout proche de la ministre Freeland. Il y a aussi différents fonds d'aide, entre autres de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Je pense aux fonds d'aide de relance régionale. Ceux qui font affaire avec DEC savent très bien de quoi je parle. Donc, c'est quoi le futur de ces argents-là et comment on va pouvoir s'assurer que ça vient soit ramasser ceux qui passent entre les mailles du filet parce qu'ils ne correspondent pas aux critères des programmes ou des nouvelles perspectives pour soutenir l'investissement. Pierre l'a mentionné tout à l'heure dans les tendances, l'investissement supérieur des entreprises. Très bien, on est ouvert, mais on va avoir besoin de certains programmes d'aide pour stimuler encore plus les entrepreneurs puis de l'accompagnement. Parce que la technologie, chacun a sa définition de ça. Le numérique, chacun a sa définition de ça aussi. Donc, comment on amène des employeurs à embrasser ça et à investir là-dedans, prendre ce virage-là. L'autre diapo, très, très rapidement, le transport aérien, l'aéronautique. Alors, c'est pour vous mentionner que c'est deux dossiers où je considère que ça ne va pas très, très bien dans les relations avec le gouvernement fédéral. L'aéronautique, tout le monde est fier d'aller au micro pour dire que c'est un fleuron chez nous. Mais je pense qu'on est le pays qui, en ce moment, je ne sais pas s'il y a des politiciens sur la ligne, là, mais on les traite vraiment pas bien en ce moment. Et ne pas répondre au téléphone, parfois, c'est pire que de répondre puis de dire « je vous reviens ». Alors, je pense que c'est important que le secteur soit représenté dans les attentes budgétaires. Puis on se rappellera que sur la Rive-Sud, c'est un secteur qui est important aussi, avec le secteur du transport aussi. Je vous rappelle que l'aéroport de Saint-Hubert, entre autres, dans votre coin. Donc, comment on va répondre à la baisse de demande, la baisse d'offres, en fait, qu'on a en ce moment dans le transport aérien régional? Ça fait quand même plusieurs mois qu'on en parle. Je vais vous dire que je trouve que ça avance pas très, très vite. Le prochain point, si vous saviez comment j'ai envie de l'effacer et d'arrêter d'en parler, j'ai l'impression d'être un vieux disque, mais de l'Internet haute vitesse, il n'y en a pas de télétravail s'il n'y a pas de télé. C'est pas compliqué. Je sais que les ministres sont tannés de nous entendre et on aura une année électorale, entre autres, probablement à Ottawa cette année et à Québec certainement l'année prochaine. Et je suis convaincu que nos gouvernements vont faire en sorte de rayer de la checklist ce point-là parce que ça devient un petit peu gênant dans un pays du G7. Je vais passer peut-être tout de suite à la présentation sur le gouvernement du Québec, donc dans deux diapos, si vous me permettez. Donc, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, l'air de rien, on est au mois de janvier 2021, donc c'est la dernière année complète du premier mandat Legault. Alors, aux États-Unis, on se prend toujours beaucoup d'avance pour aller des élections, ici un peu moins. Mais il faut quand même rappeler que, outre la crise, le gouvernement va vouloir régler un certain nombre d'éléments dans son programme électoral. Et on doit s'assurer, justement, dans les consultations prébudgétaires, que certains de ces éléments-là, qui ont trait, entre autres, à l'investissement dans l'innovation dans les entreprises, que ce soit maintenu. Je vous rappelle, pour ceux qui sont nostalgiques, que le 10 mars dernier, au dépôt du budget du Québec, donc 48 heures avant la pandémie, personnellement, j'étais dans une salle cadenassée où on ne pouvait pas sortir, puis on était 500 personnes collées. Je vais passer là-dessus. Pour vous, c'est un peu une blague, là, mais pour vous montrer qu'en 48 heures, ça peut changer. Il y avait des belles mesures, entre autres, sur des crédits d'impôt pour l'innovation et la transformation numérique des entreprises. Alors, c'était déjà prévu dans le budget du gouvernement de la CAQ. Donc, on espère, entre autres, que ce genre de mesures-là va pouvoir être remis. En même temps, on espère aussi, puis c'est présent sur la diapo ici, que les mesures actuelles, donc l'ARAM, le pacte, le POCME, donc les différentes mesures d'urgence qui ont été mises par le ministre Fitzgibbon, entre autres, puissent être bonifiées. Parce que là, on est rendu à près de 4 ou 5 mois de fermeture des restaurants. Alors, ça devient difficile et nous, on espère que la portion pardonnable des prêts augmente légèrement, de sorte que Québec fasse encore un peu plus sa part dans l'aide directe, surtout aux petites entreprises, parce que si les chiffres de la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes sont vrais et que 18 à 25 000 PME ou petites entreprises seraient à risque, je vous signale que c'est un très, très gros problème pour plusieurs endroits dans le tissu économique québécois. Je m'excuse, je vous parle un peu avec mon cœur et avec énergie. Là. Je ne suis pas nécessairement ma présentation. Mais sur la prochaine diapositive, on parle aussi du secteur touristique et événementiel. Donc, vous avez vu qu'il y a eu des belles mesures annoncées par la ministre Caroline Proulx
sur le secteur hôtelier, le secteur culturel. Bon, évidemment, ça ne nous apparaît pas suffisant, surtout pour les grands hôteliers pour qui les frais fixes sont tellement élevés que c'est certain que ce n'est pas suffisant pour leurs besoins actuels. Puis le secteur culturel, bien, vous le voyez bien, je parlais avec la présidente de la Place des Arts récemment, il essaie de mettre des chiffres sur des réalités financières, mais vous comprendrez que c'est extrêmement difficile. Puis remplir à 250 places une salle Wilfrid Pelletier à 3000 places, c'est pas évident. Vous avez vos salles de spectacle à Longueuil aussi, entre autres, je pense au Théâtre de la Ville. C'est une mince ligne là, sur laquelle nos décideurs culturels doivent naviguer. J'aimerais ça terminer sur le dernier point, la prochaine diapositive, sur le secteur de la main-d'œuvre. Donc, on a parlé tout à l'heure que les enjeux de main-d'œuvre ne se régleraient pas par magie. D'où la tenue en octobre dernier avec le ministre Boulay d'un forum sur la requalification de la main-d'œuvre. Donc, comment on s'assure que si les entreprises font, entre autres, cette transition numérique-là, bien, que les Québécois, les travailleurs, aient les compétences numériques et même parfois les compétences de base en littératie, en numératie, pour faire cette transition-là. Et nous, ce qu'on propose, et on va le faire avec le ministre Girard aussi, c'est d'investir dans un chantier de compétences. Et là, je vois quelques personnes lever les yeux au ciel. Qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? La meilleure façon de vous l'imager, je pense qu'on a des discours différents au niveau universitaire, au niveau de l'éducation, au niveau des entreprises et au niveau des compétences que les gens disent qu'ils ont. Alors, ce qu'il faut s'assurer au Québec, c'est qu'on ait le même langage. Donc, ce qu'on voit dans les mots, les termes qu'on utilise dans les syllabus de cours, on doit les retrouver dans les affichages de postes pour les postes disponibles et on doit les retrouver dans les CV des travailleurs ou des gens qui postulent pour ces postes-là. Et là, en ce moment, il y a beaucoup d'écarts entre tout ça. Alors, nous, on souhaite qu'on investisse là-dedans et ça fait partie des recommandations aussi de la Commission des partenaires du marché du travail à ce niveau-là. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Peut-être vous mentionner l'autre diapo suivante, l'autre suivante. Donc, l'Internet haute vitesse, pour vous faire sourire, c'est un dossier qu'on surveille à la fois à Ottawa et à Québec. Mais il y a aussi toute la question du plan d'économie verte. Alors, je vous rappelle qu'en janvier, on disait que 2020 serait l'année de l'environnement au Québec. Bon, tout le monde comprendra qu'on a pris un pas de recul là-dessus, mais il reste que le projet, le plan qui a été déposé par le gouvernement est somme toute ambitieux. Je vous rappelle qu'on veut éliminer la voiture non électrique en 2035 au Québec. Alors, comment on va arriver concrètement à ça et comment on va accompagner les entreprises qui travaillent dans cet écosystème-là énergétique, mais aussi du transport, de la mobilité durable? Alors, quand je parle des sujets normaux, là, ça, c'est un des sujets sur lesquels on va vouloir axer beaucoup parce que quand on va se mettre en mode relance, il va falloir qu'on le fasse d'une façon la plus saine possible en termes de transition écologique. Les Québécois sont rendus là, les entrepreneurs, les gestionnaires, je pense, ont bien compris le message et ont eux aussi des enfants qui leur demandent aussi d'avoir ça. Donc, je pense que le train a quitté la station en termes de transition écologique au Québec, mais on doit s'assurer que les mesures sont compréhensibles et accessibles pour les entrepreneurs québécois. Alors, écoutez, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, vous voyez un peu l'échantillon des discussions qu'on va vouloir avoir avec nos décideurs à Québec et à Ottawa, et ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci, M. Millard. En fait, c'est très, très intéressant. Votre présentation, elle aussi, met bien la table pour la suite des choses. Mais avant, je vais vous dire que comme moi aussi, ma maman m'a bien éduqué. Au nom de la Chambre, j'aimerais vous remercier pour les bons mots à notre endroit. Donc, j'irai, si vous permettez, messieurs, en rafale. J'ai beaucoup de questions. Il y a plusieurs d'entre elles qui recoupent des points que vous avez abordés. J'irais peut-être d'emblée avec une question qui m'apparaît plus dans l'ordre du positif ou dans l'univers du positif. Allons-y donc dans ce sens-là. Je vous la lis telle qu'elle a été rédigée. Donc, quels aspects positifs pouvons-nous ressortir de notre économie suite à l'impact de la pandémie? Avec une sous-question, quelles sont les opportunités à saisir? Vous avez abordé plusieurs secteurs qui semblent mieux se relever ou pour lesquels il y a plus d'optimisme. Mais si on avait à capsuler rapidement... les opportunités, vous voyez ça comment? Là? Puis je vous la pose à vous deux, puis le premier qui veut y aller, allez-y. On a à peu près 20-25 minutes d'une période de questions. Là.
Une des choses qu'on a vues en 2020 qui nous a surpris, c'est que même au milieu de la du premier confinement, là, au printemps, on a vu beaucoup d'entreprises se revirer de bord rapidement pour investir davantage en technologie. Donc, ils ont investi en technologie pour réduire leurs coûts. On se souvient que le confinement a fait en sorte que les revenus des entreprises ont baissé. Beaucoup d'entreprises ont investi en technologie d'abord pour réduire leurs coûts, pour être plus efficaces. Beaucoup d'entreprises ont investi davantage pour vendre davantage en ligne. Donc, ils ont amélioré leur site Internet, ils l'ont rendu transactionnel, etc. Et ça, non seulement ça les a aidés à passer à travers l'année 2020, mais ça va les aider à vraiment continuer à performer mieux dans les prochaines années. Donc ça, je pense qu'un côté positif de 2020, beaucoup d'entrepreneurs ont réfléchi sur le fait que les technologies peuvent les aider et ils ont pris action, ils ont investi davantage. On s'attend cette année, nos recherches nous disent que ça va continuer. Le momentum dans l'investissement des technologies va continuer et ça, c'est excellent parce que les entreprises qui investissent davantage en technologie performent mieux, tant au niveau de la croissance des revenus que la croissance des profits. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle et on va continuer, les entreprises semblent vouloir continuer dans ce sens-là. Monsieur Millard, je ne sais pas si vous voulez... Moi, je suis... oui, ça va. Je suis d'accord avec Pierre que ça a été, je le disais poliment, un bon coup de pouce pour plusieurs entrepreneurs. Donc, une bonne raison de se lancer justement, entre autres, dans le commerce en ligne, hein, qui est un peu la base finalement d'avoir une activité numérique, c'est d'avoir un site web transactionnel, par exemple. Et moi, j'aime bien l'idée, là, puis je vais peut-être le reprendre, là, je t'avise, Pierre, qu'en ligne, c'est Noël tous les jours. Et c'est vrai, parce que la facilité d'achat, il y a plein de gens qui ont découvert la facilité d'implantation quand on est bien entouré, quand on est bien, quand nos objectifs sont clairs. C'est pas si compliqué que ça, sinon on le saurait. Et évidemment, ça va perdurer. Puis l'autre chose que la pandémie a amené de positif, puis je vais m'inclure là-dedans, qui est un peu vieux jeu. J'étais un peu vieux jeu sur la question du télétravail. Je pense à donner une impulsion aux gens de reconnaître que c'est possible de faire du télétravail de qualité, qu'on n'est pas dans une époque où on a besoin de voir nos employés au coin du bureau ou à la machine à café pour s'assurer qu'ils travaillent. On est tellement occupé que si quelqu'un ne travaille pas, vous allez le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est peut-être parce que c'est vous qui n'êtes pas là. Je vous dis ça en blague, mais ceci étant dit, il y a des mécanismes maintenant qui sont là pour rester. Alors, si quelqu'un pense que dans le secteur des services, en tout cas, là, je sais que quand on est dans le commerce de détail, entre autres, c'est autre chose, mais les espaces de bureau, la réglementation qui va venir autour du télétravail aussi. Hein. Est-ce que nos lois actuelles sont adaptées à ça? Il va falloir se questionner pour s'assurer que c'est quoi les responsabilités de l'employeur quand on a un lieu de travail, finalement, qu'on ne contrôle pas complètement comme la maison de nos employés. Bien, en fait, si vous permettez... C'est un dossier qui va être intéressant aussi à surveiller. Si vous permettez, M. Millard, en fait, vous devancez une des questions qu'on a ici. Évidemment, le télétravail, vous l'avez abordé. On comprend que ça va avoir un impact sur le parc locatif. Et la question se lit comme suit. En fait, on vous demande un peu d'aller dans votre boule de cristal, mais que pensez-vous qu'il adviendra du parc locatif d'espaces de bureaux du Grand Montréal? Une question dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois et j'ai l'impression qu'on va en parler encore pendant plusieurs mois. Là, mais c'est quoi votre vision? Comment vous voyez la suite des choses concernant le parc locatif donc, de bureaux? En fait, je pense que ça va, les prochaines années, les deux prochaines années, ça va être un peu plus difficile parce qu'il y aura un nouvel équilibre, je pense, entre travailler à la maison et travailler à partir de sa place d'un immeuble à bureau. Mais tout ça va se replacer parce qu'on est en croissance, on va continuer d'être en croissance. Donc, je ne suis pas inquiet pour les centres-villes mais ça va prendre quelques années avant de rétablir la situation. Je pense que le télétravail est là pour rester. Je suis content de voir que Charles a changé sa perception du télétravail, mais Charles n'est pas tout seul. Je peux vous dire, nous, on faisait des études, il y avait peu d'intérêt de la part des entrepreneurs sur le télétravail. Tout ça a changé en 2020. Les gens ont réalisé, d'abord, ils ont été obligés de le faire, puis après ça, ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de bénéfices à ça. Donc, je pense que ça va demeurer. Mais je ne suis pas trop inquiet pour les espaces locatifs. Présentement, dans la prochaine année, ça va être certainement plus au ralenti. Mais sur un horizon de 5 ans, par exemple, je pense qu'on va juste revenir à un nouvel équilibre
à cause de la croissance de l'économie. Donc, une à 2 années difficiles, certainement, mais faire attention de ne pas trop réglementer ça. Je pense qu'il faut laisser le marché aller. Les gens vont être assez créatifs pour trouver d'autres utilités. Là, ça demeure quand même une des métropoles du Canada. Exemple, le centre-ville de Montréal. Monsieur Milliard, si vous me permettez, qu'est-ce que vous entendez quand vous parlez de réglementation? Qu'est-ce que vous craignez? J'ai rien de précis en tête. J'ai juste que je voudrais pas qu'on vienne imposer un programme qui vient restreindre la créativité des propriétaires de parcs immobiliers de solutionner leurs problèmes. C'est plus dans cette optique-là. Donc, je sais que avec, entre autres, probablement la Chambre du Montréal métropolitain, la Ville, on planche sur des dossiers pour essayer de redorer ce dossier-là. Mais il y a aussi des groupes environnementaux, hein, je pense à environnementaux et sociaux, là, comme Vivre en ville, qui a des belles propositions pour s'assurer, justement, qu'on profite de l'occasion peut-être pour redorer notre patrimoine aussi, pour repenser la façon de vivre, justement, dans une ville. Puis ça vaut aussi pour Longueuil ou Boucherville. Donc, comment on peut repenser la cohabitation entre des gens qui viennent travailler en ville et des gens qui habitent en ville? Alors moi, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le G15, un groupe économique, social, environnemental. Puis j'ai entendu des très, très belles propositions sur comment occuper ce vide-là en ce moment. Alors moi, je voudrais juste qu'on laisse le secteur privé arriver avec ces idées-là et pas que, par une crainte, les gouvernements prennent ça à charge puis s'en occupent tout seuls. Mais justement, avez-vous le sentiment que les gouvernements sont dans cette perspective-là ou sentez-vous qu'ils ne sont pas réceptifs à l'idée d'ouvrir la voie vers une réorganisation ou repenser, ou on a beaucoup utilisé plein de synonymes, là, mais réinventer. Est-ce que vous sentez qu'ils sont là ou ils sont encore très, très pris, monopolisés par la question de la gestion de la COVID? Non, je pense qu'il faut être bon joueur. Il faut reconnaître que dans plusieurs ministères à vocation économique, on planche beaucoup sur des plans de relève avec des joueurs économiques. Donc, moi, je suis assez confiant. Là. Puis le ministre Fitzgibbon a annoncé, entre autres, 4 ou 5 chantiers là, pour la relance, là, entre autres sur le transport électrique, la situation le secteur de l'aluminium, peut-être l'aérospatial aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a des chantiers qui sont en train d'être mis en place, mais sont comme nous dans notre période de consultation prébudgétaire, sont sûrement influençables. Alors, c'est important d'avoir ces discours-là avant les annonces et non après. Excellent. Merci. Donc, je passerai à une autre question. En fait, on dit donc l'embauche en milieu manufacturier est très difficile. On a parlé de l'emploi tantôt. Est-ce que vous croyez que l'immigration est une piste de solution? Et si oui, que devraient faire nos gouvernements pour favoriser l'intégration des immigrants au marché du travail dans tous les domaines, mais dans le domaine manufacturier peut-être en particulier? Oui, je pense que l'immigration est une partie de la solution. Avant la pandémie, on voyait des entreprises même aller eux-mêmes recruter à l'extérieur pour aller chercher de la main-d'œuvre. Malheureusement, en 2020, il y a eu peu d'immigration à cause de la pandémie. Ça va revenir à la fin de cette pandémie. L'immigration va revenir et ça va être une solution importante dans le contexte où est-ce qu'on a un vieillissement de la population et qu'on a beaucoup de Québécois qui prennent leur retraite, moins de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Mais ce n'est pas la seule solution et ça ne sera pas assez. Donc, il faut absolument, comme entreprise, réfléchir comment on peut réduire nos besoins de main-d'œuvre parce qu'au cours de la prochaine décennie, la réalité du Québec et du Canada, c'est qu'on a un vieillissement de la population. Donc, même si on a accès à l'immigration, il faut investir davantage en technologie pour réduire nos besoins de main-d'œuvre, pour être plus efficace, pour robotiser davantage nos opérations. Bon, c'est pas toujours possible. On peut pas remplacer un chauffeur de camion par un robot, ou du moins pas encore. Peut-être que dans 10 ans, ce sera le cas. Mais sur les lignes de production, on peut vraiment améliorer notre efficacité. On est, vous savez, très en retard dans l'adoption de la technologie robotique au Canada, comparativement à d'autres pays à travers le monde. Donc, oui, l'immigration, c'est une solution, mais c'est pas la seule et on peut pas compter juste là-dessus. Il faut aussi faire nos devoirs à l'intérieur de nos entreprises et voir comment on peut améliorer notre utilisation de la technologie pour réduire nos besoins de main-d'œuvre, parce que ça va être difficile. Même on pense que nous, à la fin de l'été, à la fin de cette année, on va revenir dans la situation de pénurie de main-d'œuvre qu'on connaissait avant la pandémie. Oui, puis nous, on le voit, je siège à la Commission des partenaires du marché du travail où on analyse justement les chiffres sur la situation de l'emploi. Puis Pierre a 100% raison.
le vieillissement de la population québécoise, c'est une tendance encore plus lourde que la COVID-19. C'est quelque chose c'est une trame de fond qui avance et qui est massive et qui est importante. Alors oui, l'immigration, c'est un facteur important. Nous, on n'a pas changé de discours comparativement à d'autres associations en passant sur les seuils d'immigration. Nous, on continue de penser que les seuils d'immigration sont trop bas au gouvernement du Québec. Donc, il faut que ça augmente, mais il faut aussi favoriser les investissements en technologie parce qu'il y a certains emplois qui peuvent effectivement être joués par des robots ou des outils technologiques, disons. Puis je me permets 15 secondes de mentionner qu'on a un programme chez nous qui s'appelle Un emploi en sol québécois où justement, on ne fait pas juste faire des propositions. Des fois, on a des programmes où on essaie de mettre la main à la pâte. Donc, on amène des personnes immigrantes qui sont souvent à Montréal, passer une journée dans des régions, avoir des entrevues avec des employeurs là-bas, visiter les écoles, visiter les terrains de jeu, puis essayer de s'imaginer justement aller vivre ailleurs que dans la métropole. Donc, ça, c'est un exemple de programme qui, je pense, va prendre encore plus d'importance cette année. Excellent. Je nous amènerai peut-être chez notre voisin américain avec la question suivante. Comment pouvons-nous prévoir l'influence que pourrait avoir l'incertitude politique actuelle aux États-Unis sur l'économie canadienne et l'impact de la nouvelle administration Biden-Harris sur les échanges commerciaux entre le Québec spécifiquement et les États-Unis? Je ne sais pas qui veut se lancer entre les deux. Ben, je peux peut-être commencer. Moi, je vois ça positif pour deux raisons. D'abord, je pense que M. Biden, pendant qu'on se parle, est en train de devenir le nouveau président. Et je pense qu'il va beaucoup réduire l'incertitude dans nos relations commerciales entre les États-Unis et le Canada. Souvenez-vous, M. Trump a imposé des tarifs non essentiels, non nécessaires, sur l'aluminium, sur l'acier. Il a renégocié l'accord de libre-échange qui a créé beaucoup d'incertitudes, mais en bout de ligne, ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que M. Biden aura une attitude bien différente et ça va nous aider. Deuxième raison, c'est que M. Biden a promis, et d'après moi, il va le faire, d'investir, il va dépenser 1900 milliards pour aider la relance économique aux États-Unis. C'est un montant énorme. Et ça va non seulement stimuler la croissance aux États-Unis, mais ça va bénéficier aux entreprises québécoises qui exportent aux États-Unis. Donc, nos exportations étaient en baisse en 2020 à cause de la pandémie. Je pense que ça va être une très bonne année cette année. Et la venue de cette nouvelle administration va être positive. Le seul bémol qui va moins nous toucher au Québec, c'est le rejet de Keystone, le projet de pipeline. Mais bon, il y a des entreprises ici qui travaillent dans ce domaine-là, mais on va être beaucoup moins... Ça va être un aspect beaucoup moins négatif ici que si vous êtes en Alberta, par exemple. M. Millard? Rapidement, moi, j'ai envie de vous dire que ça fait des années qu'on fait des prédictions sur ce qui va se passer. Là, ça fait une demi-heure qu'on a une nouvelle réalité, alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer pour de vrai. Et c'est sûr que les démocrates ont toujours été vus comme des protectionnistes. En même temps, les républicains sont vus comme des gens imprévisibles, en tout cas, où ils l'étaient jusqu'à tout récemment. Puis la prévisibilité en affaires, c'est la chose la plus importante. Alors moi, je suis rempli d'optimisme. Puis je profite de l'occasion pour mentionner que le réseau des délégués généraux du Québec aux États-Unis, je ne vais pas comparer avec avant, mais est extrêmement fort en ce moment. Et on a plein de belles histoires, nous, via notre programme Correx, entre autres, de gens qui ont débuté avec le concours des délégations générales des exportations. Puis ça se passe très bien. Alors, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Ils sont là pour ça. Donc, je vois que le temps file. J'essaie de voir ce qui a déjà été abordé pour choisir peut-être une dernière question que je vous poserai à vous deux. On nous questionne concernant le marché de l'acier. Est-ce que ça va se stabiliser prochainement? C'est la question. Oui. Bien, en fait, c'est un marché qui a quand même bien performé comparativement à d'autres marchés en 2020. Je pense que 2021 va s'améliorer parce que la demande pour plusieurs produits va s'accélérer cette année. Donc, moi, je suis plutôt optimiste pour le marché de l'acier. En général, les métaux et les minéraux ont bien performé en 2020, mieux que ce qu'on s'attendait. Donc, en 2021, on pense que ça va juste continuer dans cette tendance-là.
D'ailleurs, c'était une des tendances que tu as mentionnées, Pierre, sur le les prix métaux. des matières premières puis des produits de base. Donc, je pense qu'il faut plus surveiller la situation de l'aluminium qui a fait les frais de négociation entre Canada, États-Unis, Mexique. Ça m'inquiète un peu plus, mais il faut rester vigilant parce que c'est un grand pourvoyeur d'emploi aussi, l'acier, évidemment, au Canada. Donc, si je comprends bien, vous êtes quand même optimistes, là, les deux, concernant l'année 2021. Je comprends que ça repose en bonne partie sur les solutions qu'on va déployer dans la lutte à la COVID, donc essentiellement la vaccination et tout ce que ça va ouvrir comme possibilité. Mais je ne me trompe pas, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même optimiste pour 2021, là. Oui, moi, je suis optimiste. Et la raison qui me rend optimiste, c'est que la récession qu'on a connue en 2020, elle est différente des récessions précédentes. On n'a pas, c'est pas une récession financière, par exemple, où est-ce qu'on détruit de la richesse. Ce qu'on a fait, c'est que nos gouvernements ont imposé des restrictions. Donc, l'économie a pris une pause à cause de la COVID-19. Mais une fois qu'on enlève les restrictions, et on espère que ce sera le cas à cause du vaccin, bien, ce qu'on a vu en 2020, c'est que les secteurs reprennent rapidement. Parce qu'on n'a pas détruit de richesse, on n'a pas détruit de moyens de production. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une pause à cause de la pause sanitaire. Donc, c'est une récession qui est différente et on pense que la relance va se faire beaucoup plus rapidement que c'était le cas, par exemple, en 2008-2009. Donc, la clé, c'est la vaccination, puis comme vous avez fait appel à nos participants donc d'aller se faire vacciner, fait qu'on peut juste répéter. Oui, effectivement. Effectivement. Mais donc, moi, je suis toujours un peu complexé d'avoir l'air trop optimiste parce que j'imagine un restaurateur ou un propriétaire de salle de spectacle qui nous écoute puis il doit se dire, mais sur quelle planète vous vivez? Mais en même temps, les indicateurs sont là. Et oui, la chute a été drastique, mais ce n'est pas des conditions économiques qui ont causé ça, comme le dit Pierre. C'est un changement des règles du jeu. Le livre des règlements a changé. Alors, les gens ne pouvaient plus ouvrir leur magasin. Alors, c'est certain que la reprise devrait se faire assez bien. Le problème, c'est combien de gens vont avoir été capables de survivre financièrement puis émotionnellement à ce changement de règles du jeu-là, dont on attend les changements idéalement dans 2 ou 3 semaines. À suivre, j'aurais envie de vous proposer qu'on refasse la rencontre dans 6 mois, 1 an, puis qu'on fasse un petit bilan de ce qu'on vous avait annoncé pour donc l'année qui s'en vient. Donc, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de venir d'avoir fait un petit bilan de l'année 2020 et présenter l'année 2021. Donc, merci. Merci aussi à nos participants qui sont quand même nombreux aujourd'hui à avoir soit regardé en duplex l'inauguration de Biden et vos présentations. Donc, merci à tous ces gens qui ont participé à notre premier midi-conférence de l'année. Je me permets donc de vous donner rendez-vous pour notre prochain midi-conférence qui aura lieu le 26 janvier prochain, alors que nous recevrons Mme Sophie-Emmanuelle Chebin. Le sujet de la conférence sera « La gouvernance accessible à tous ». J'attire également, en terminant, votre attention sur un autre événement de réseautage. Le 28 janvier, cette fois-ci, l'aile jeunesse de la Chambre organisera un dîner virtuel tournant. Vous pouvez vous inscrire à chacune de ces 2 activités sur notre site Web. Voilà, c'est ce qui fait le tour donc, de notre midi-conférence d'aujourd'hui. Merci encore une fois et je vous souhaite un bel après-midi. À très bientôt. Bon courage, au revoir. CIRS tient à remercier Fortier d'Amour Goyette et Moquin Amiot, partenaires des midi-conférences, ses grands partenaires annuels, Dunton Rainville, Desjardins Entreprises, Université de Sherbrooke, ainsi que TVRS pour la réalisation et diffusion de cet événement.